Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de randonnée. Pour ceux qui ont suivi le précédent épisode, donc la sortie de 4 jours avec mes compagnons de marche, j'avais terminé en vous indiquant que la prochaine fois serait plus cool. C'est le cas aujourd'hui. Je vous invite à me suivre dans la vallée de la Plaine, plus précisément au-dessus de la commune de Vexincourt. Donc pour vous faire découvrir un petit secteur que je ne vous ai pas encore montré en vidéo. Je vous en ai déjà montré plusieurs dans ce coin-là. Et puis vous faire découvrir quelques petites roches emblématiques, petits lieux emblématiques sur ce circuit. Et sans plus attendre, je vous invite à me suivre sur cette randonnée. J'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, donc nous sommes une semaine avant Noël. Donc le temps est assez frais, le soleil vient de se lever, il fait -1 mais c'est tout à fait agréable pour la marche. Je ne pense pas rencontrer de la neige, il y en a eu, mais là je vais plafonner à entre 700 et 800 mètres d'altitude, donc la neige qui était tombée n'est pas restée très longtemps. On verra bien, ce sera la surprise. S'il y en a, tant mieux, ça rajoutera un peu de décor à la vidéo. Allez, maintenant assez de blabla, on y va, c'est parti. Premier petit point, le Courrier des Perches, un lieu où vous pouvez trouver, en temps normal, pas mal de sources. Et en ce moment, comme il y a eu beaucoup d'humidité les 2 derniers mois, je vous raconte pas, c'est assez difficile à traverser. Alors c'est une petite curiosité, vous voyez, c'est un monolithe de grès qui est une grosse table. Alors roche naturelle aux roches qui a été taillée par l'homme, et puis bon, je pense pas que c'était sa place originelle dans ce cas-là, mais qu'aurait glissé d'un support. Comme je vous l'ai déjà montré plusieurs fois dans le secteur, notamment juste là-bas. Le point que je vous montre est un peu dans le flou, mais juste de l'autre côté de la vallée se trouve le col du Roulet-Bacon, donc où je vous ai déjà emmené, avec notamment sa voie romaine et puis ces pierres du sabbat aussi. Et donc l'endroit où je vous emmène aujourd'hui, c'est pareil, il y a eu beaucoup de lieux de culte celtique, puis gallo-romain. Certains ont été ensuite repris, donc des lieux païens qui ont été christianisés, d'autres non. Et là aujourd'hui je vous montre encore un de ces endroits mystérieux.
je suis arrivé au col des Marcassins. Et dans ce secteur, on n'a pas uniquement des vestiges celtiques. Je vous en ai déjà montré bien d'autres. Ce mur est le reste d'une fortification allemande, une ceinture de défense allemande de la Première Guerre mondiale. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez des petits panneaux. Donc là, c'est un reste de 70 mètres de long qui composait en fait une seconde ligne de défense reliant le jardin d'Huard à Alarmont, occupé par les sections de mitrailleurs du régiment RIR 70. Voilà, donc cette position qui était occupée par des mitrailleurs devait anéantir l'attaque possible des Français après une percée de la première ligne du Coquin au Colin. Cette partie du front dépendait du 15e corps d'armée sous commandement suprême du général Falkenhausen. Voilà, c'est précis, au moins les indications. Alors, donc, je vous disais, col des Marcassins. Alors, j'ai été un petit peu plus loin que ce que je pensais, donc je vais revenir un petit peu sur mes pas. On est à ici 693 mètres, voilà. Bon, quasiment 700 mètres, j'ai pas vu de traces de neige. Donc, je pense pas que j'en verrai. Celle qui était tombée n'a pas dû tenir trop longtemps, voilà. J'arrive bientôt sur le site, le premier site que je voulais vous montrer, celui du dolmen de la Haute-Côte. Et autour de ce site, on retrouve, comme là devant moi, encore cette muraille en pierre. Voilà, donc cette fortification de la Première Guerre mondiale, cette feste, comme ça s'appelle, cette ceinture de deuxième ligne. Et alors, j'ai fait, comme toujours, un petit peu de recherche et sur l'origine de ce mur. Alors certes, il a servi pour la défense des positions allemandes de la Première Guerre mondiale, mais son origine pourrait être bien plus ancienne que ça. Alors, à voir, peut-être une base commune, enfin une base commune, une histoire peut-être comme celle du célèbre mur païen de Saint-Odile, qui aurait donc été surélevé, réemployé après pour des raisons militaires. Mais là, je suis dans l'hypothèse. Voilà, donc vous avez un petit circuit losange bleu, voilà, balisé losange bleu, qui vous fait faire le tour à la fois des fortifications et vous emmène auprès du dolmen, qui se dresse dans cette toute petite clairière. Voilà, 761 mètres. Et c'est donc un dolmen à bassin. Alors on va déjà voir sous la... Ah bah j'irai pas en dessous parce que avec toute l'eau qui est tombée, voilà, c'est plein de flotte. Et puis il faut quand même aller ramper. Alors, vous voyez, c'est quand même une table impressionnante. Alors, est-ce une construction totalement humaine ou alors est-ce que les hommes qui ont voué des cultes sur ce lieu ont simplement aménagé déjà une construction naturelle bien avancée qui leur convenait? Là reste tout le mystère de ce dolmen. Et puis donc nous avons quelques bassins à son pied. Et sur la table principale, donc là, une petite auge. Et puis, au centre, voilà, un bassin plus important avec un siège.
Alors pareil, selon certaines informations, il s'agirait d'un lieu de culte sacrificiel qui était voué à Bélénos. Là aussi, peut-être que certains d'entre vous pourront apporter des informations supplémentaires, confirmations. Moi, j'aime bien lire dans vos commentaires les gens qui apportent de l'eau au moulin, viennent préciser les choses. C'est toujours intéressant, alors n'hésitez pas. Voilà, puis si on ajoute cette petite lumière d'hiver, ça donne un aspect encore plus mystérieux à ce lieu. Alors j'ai pas trouvé de légende sur le dolmen de la Haute-Côte, mais si vous en connaissez, évidemment je suis preneur. Et toujours ce mur qu'on peut longer donc sur tout le pourtour du site. Voilà encore un petit panneau avec des informations similaires à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc on revient évidemment sur ces pas et je vais revenir sur les miens dès cet endroit parce que j'avais repéré un petit panneau qui indiquait qu'il y avait une autre table à cupule un petit peu plus loin. Je vais aller voir ça. En randonnée, il faut jamais garder les yeux dans sa poche. Voilà un petit panneau qui donne quelques explications de tradition qui étaient en cours ici. Donc c'est un géobiologue qui a donné une explication. C'est un dolmen donc en forme d'oiseau, donc ça se voit quand même avec cette grosse partie en avant qui représente l'aile, la tête, le corps. Voilà. Donc un oiseau couché qui symbolise la fécondité. Et donc ce dolmen était utilisé jadis pour sceller les unions au centre de ce dolmen, donc dans le bassin qui avait vocation à purifier donc les personnes qui s'y plongeaient. Voilà, mais j'ai également repéré ce que je vous disais tout à l'heure, qui a plus trait au culte celtique et donc qui avait aussi une vocation sacrificielle. Alors peut-être que certains diront oui, dire que c'est un lieu qui avait une vocation sacrificielle et puis ensuite que par tradition populaire on l'utilise pour sceller des unions. Voilà, il y a peut-être un message subliminal. Je vous laisse apprécier par vous-même. Ah, c'est de l'humour. Et juste un petit peu plus loin, j'arrive à la belle table. Donc vous voyez, cet énorme bloc de grès parfaitement taillé, rectangulaire, plat, d'une épaisseur d'environ, je dirais peut-être pas loin de 80 cm, et qui semble d'origine naturelle, bien entendu, mais l'homme a certainement dû l'embellir un peu en le taillant. Et puis c'est également le lieu d'une fortification qui est juste en dessous. Voilà encore une portion de mur qui venait défendre ce point haut. Et puis pour en revenir à cette table, on voit également quelques cupules parsemées
Une belle curiosité, qu'elle soit géologique ou mythologique. C'est toujours impressionnant de trouver des choses comme ça en pleine nature. Voilà, encore une source d'émerveillement, parmi tant d'autres. Arrivé au carrefour du jardin David, vous avez encore un petit panneau qui vous indique la présence de pierres à cupules. Alors il faut s'enfoncer un petit peu dans le bois, mais c'est pas très loin. Voilà, et on les retrouve ici. Elles sont bien cachées, hein. Il y a quelques troncs qui sont venus cacher un petit peu le site. Et celles-ci sont... Là, il n'y a pas de doute sur le fait qu'elles aient été taillées, celles-ci. Je suis en ce moment sur une petite piste forestière qui m'emmène vers le prochain lieu que je vais vous montrer, sont la roche du Brocard et la roche du Pilier. Et sur le chemin, il y a les roches Saint-Grimm qui forment un rempart de grès sur le bord du chemin qui va nous amener tout doucement à des exemplaires encore plus spectaculaires. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. La première des deux roches que je voulais vous montrer, la roche du Pilier. Donc, facile de savoir pourquoi. L'érosion lui a fabriqué ce pilier qu'on voit en premier plan. C'est quand même assez fragile. C'est un superbe panorama depuis le sommet de cette roche du Pilier, avec en point de mire l'antenne du Donon. Et puis si on plisse bien les yeux, on arrive à voir le temple musée du sommet. Là aussi, il faut faire attention, la marche est haute. Voilà, en voilà un qui a trouvé un refuge. C'est pas un randonneur, peut-être bien un sanglier ou un autre animal. Bien, il y a eu un peu de casse ici. Ici, c'est la roche des Brocards. Et cette roche, un peu sur le modèle du Coquin, voilà, a été fortifiée. Alors on voit un petit peu les entrailles avec au pied, on voit la lucarne avec
donc un poste de tir ou d'observation. Et puis les aménagements bétonnés, donc ça c'est des ouvrages qui ont été fortifiés par les Allemands à la Première Guerre mondiale. Et voilà, quand on arrive sur le sommet de la roche, on comprend mieux, avec cette vue, l'intérêt stratégique de venir fortifier ce type d'endroit. C'est une vue superbe. Alors ici aussi la marche est haute. Et en face, le Coquin, autre observatoire. Alors, avec cette vue, est-ce que c'est encore utile de chercher un autre endroit pour faire la pause de midi? Je crois que non, je serai très bien ici. Encore une curiosité sur le bord du chemin, côté du petit torrent, le roc à dos. Allez, une petite dernière curiosité géologique pour cette rando, c'est la roche de la Table qui est, vous voyez, en équilibre sur un éperon. On dirait une grosse barque qui s'est échouée avec un peu une tête de requin. Allez, comme c'est un point de vue, je vous emmène sur cette roche en espérant que je ne la ferai pas basculer. Voici le sommet de la Table avec un point de vue. Bon, avec le soleil qui est un peu en face et puis les arbres qui ont poussé, c'est pas le point de vue le plus spectaculaire. Ce qui était à voir surtout, c'était cette roche un peu bizarre. Voilà. Allez, maintenant, je redescends. Encore direction Vexincourt. Et puis j'espère que j'aurai encore suffisamment de lumière pour vous montrer une petite cascade. La cascade Le Jaille. Parce que là, bon, on n'est qu'au début d'après-midi. Mais vers le solstice, les jours, la lumière tombe vite, surtout quand on est un peu dans les vallées encaissées comme ça. Donc je me dépêche et j'essaye de vous montrer ça.
Ah Cyril, toi et tes musiques, hein, bon sang. Maintenant j'ai ça dans la tête. Merci, hein. Hop, camarado, camarado, encore 4 km avec ça dans la tête. Eh bien, à 1 km de Vexincourt, de l'arrivée sur Vexincourt, je suis au lieu-dit du Rocher Le Jaille. Et normalement, il y a une petite cascade, voilà. Mais, alors on a dit, enfin, de là à parler d'une cascade. Voilà, donc on a juste un petit filet d'eau là actuellement. Alors je pense pas, c'est pas l'eau qui manque en ce moment, surtout en ce moment. Mais je pense que un petit peu plus haut, le cours a pu être détourné de son lit naturel, peut-être à cause de travaux forestiers ou autres. Et du coup, cette petite cascade qui, ma foi, avait l'air fort sympathique, en est réduite à sa plus simple expression. Alors, peut-être qu'il faudrait que je revienne à un autre moment pour voir si elle coule un peu plus fort. Mais bon, les petits ruisseaux que j'ai filmés précédemment étaient bien plus impressionnants. Allez, j'arrive bientôt au terme. Voilà, chers amis, ma randonnée se termine à quelques centaines de mètres de l'entrée dans le village de Vexincourt. J'espère que cette promenade hivernale sans neige cette fois vous aura plu. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo et aux autres aussi, il n'y a pas de raison, hein. Et moi j'espère vous retrouver bientôt pour vous proposer un autre itinéraire, d'autres curiosités à voir. Alors je vous dis à bientôt, merci encore, et je ne sais pas où ce sera, on verra bien, sur d'autres chemins, ça c'est sûr. Et puis, comme c'est la saison, bah écoutez, passez de bonnes fêtes. Allez, salut!